On a tous passé 15 ans, parfois 20 ans, sur les bancs de l'école. On nous a appris à calculer l'hypoténuse d'un triangle, à analyser les textes de Baudelaire et à retenir par cœur des dates des traités historiques. Et soyons honnêtes, l'école a fait son travail. Son but c'est de nous instruire, de nous donner une culture générale et de former nos cerveaux. Le problème, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne, c'est ce qu'elle oublie de nous dire. En France, on est champion pour former des esprits brillants, des ingénieurs, des chercheurs qui malheureusement quittent massivement le pays, mais surtout, il y a un angle mort total à notre éducation. On passe des milliers d'heures en classe, mais combien d'heures avons-nous passé à apprendre comment fonctionne le système fiscal, qu'est-ce qu'une action en bourse, comment fonctionne l'inflation ou comment utiliser la dette à notre avantage? Zéro. Résultat, on sort de ce système avec des diplômes, parfois des mentions, mais on commence la vraie vie avec un handicap immense. On est jeté dans l'arène économique sans connaître les règles du jeu et dans le monde réel, l'ignorance financière se paie au prix fort. Bonjour tout le monde, je suis Maël Finance. Aujourd'hui, je vous propose qu'on brise ensemble le tabou. Nous allons voir ensemble 5 vérités économiques que le système scolaire ne nous a jamais apprises et que l'on doit impérativement maîtriser pour reprendre le contrôle de notre argent. La première vérité, c'est le premier réflexe que nous a inculqué dès l'enfance. Sois sage, mets tes économies de côté, par exemple sur un livret A. Et c'est comme ça qu'on gère correctement son argent. C'est la vision classique de l'épargne, surtout dans un pays comme nous, en France. Le problème, c'est qu'on ne nous explique jamais la différence entre la valeur nominale de notre argent, c'est-à-dire le chiffre qui est écrit sur notre compte en banque, et le pouvoir d'achat réel que cet argent nous permet de dépenser. On n'enseigne pas à l'école le mécanisme de l'inflation et de la création monétaire. Quand les banques centrales injectent des liquidités, chaque euro en circulation perd un peu de sa force et de sa valeur. Prenons un exemple concret. Imaginons que nous avons laissé 10 000 euros sur un compte non rémunéré ou faiblement rémunéré en 2021. Avec l'inflation des dernières années, vos 10 000 euros sont toujours écrits sur l'écran. Mais aujourd'hui, en 2026, pour acheter ce que valaient 10 000 euros à l'époque, il faudrait aujourd'hui 11 500 euros. En réalité, on n'a pas perdu d'argent au sens strict, mais le système nous a visiblement confisqué 15% de notre panier ici. Il faut comprendre que la monnaie n'est pas une réserve de valeur magique, c'est juste un outil d'échange. Les vrais acteurs économiques ne stockent pas du cash, ils possèdent des actifs réels, des actions d'entreprise, de l'immobilier, des infrastructures, et l'école nous a appris à accumuler des morceaux de papier dévalués, mais en réalité l'économie réelle nous oblige à posséder des actifs qui génèrent de la valeur. C'est ça qui compte en réalité. Deuxième vérité, à l'école, la voie royale du succès, c'est de décrocher un emploi stable dans une grande boîte, devenir entre guillemets salarié. Le problème, c'est qu'on omet de nous montrer la réalité d'une fiche de paie. Le système fiscal des pays occidentaux, et particulièrement le nôtre, la France, est lourdement branché sur les revenus du travail. Pourquoi? Parce qu'un salarié est captif. Son impôt est prélevé à la source, il ne peut pas y échapper. À l'inverse, les investisseurs et les entrepreneurs perçoivent des revenus du capital, des dividendes ou des plus-values. Ces revenus sont souvent beaucoup moins taxés ou bénéficient de niches fiscales, tout simplement parce que le capital est mobile. Si on le taxe trop, il peut traverser la frontière et va créer de la valeur ailleurs. Et c'est notamment ça qui crée énormément de valeur, c'est avant tout le capital. C'est pas pour rien qu'on appelle le modèle économique le capitalisme. Regardons un exemple mathématique simple. Si vous gagnez 5 000 euros brut par mois, en tant que salarié, après cotisation patronale, salariale, impôt sur le revenu, etc., il reste parfois à peine la moitié dans votre poche. On va dire que l'État capte à peu près 50% de votre effort, donc il vous resterait 2500 euros à peu près en net d'impôt. Maintenant, si vous touchez 5 000 euros de dividendes, il y a des investissements bien structurés, vous pouvez être soumis à la flat tax qui a maintenant un peu plus de 30%, mais voire beaucoup moins si vous utilisez des enveloppes fiscales comme le PEA où du coup vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. À l'arrivée, pour le même montant brut, l'investisseur garde beaucoup plus d'argent que le salarié. Ce qu'il faut du coup comprendre ici, c'est que l'école nous prépare à devenir un peu entre guillemets la source de revenus principale de l'État, alors que l'éducation financière ici va nous montrer comment basculer du côté du capital et c'est ça qui permet de gagner de l'argent et de réellement s'enrichir. Si on parle de dette à un enseignant, la réponse sera toujours presque teintée de prudence, voire de rejet. La dette, c'est dangereux, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est une vision morale de l'argent, mais en économie, la dette est neutre. Ce qui compte, c'est ce que vous achetez avec. L'école nous apprend jamais à distinguer le passif de l'actif. En effet, il y a la mauvaise dette, c'est celle qui finance de la consommation, du coup un passif, par exemple acheter un smartphone à crédit ou une voiture neuve. Vous payez des intérêts pour un objet dont la valeur s'effondre dès que vous passez la porte du magasin. Et ça, c'est un piège. Par exemple, une voiture
voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire neuf, elle perd déjà 10 à 15% de sa valeur. Et il y a la bonne dette, c'est celle qui permet d'utiliser l'effet de levier bancaire pour acquérir un outil qui produit de la richesse. C'est donc ce qu'on appelle un actif. Prenons un exemple clair. Si vous économisez 100 euros par mois pendant des années, votre enrichissement est linéaire, c'est très lent. En revanche, si vous utilisez ces mêmes 100 euros pour ouvrir l'effort d'épargne d'un crédit immobilier locatif de 150 000 euros, vous faites travailler l'argent de la banque. C'est le locataire qui va du coup rembourser la dette à votre place. Au bout du compte, vous posséderez un patrimoine de 150 000 euros que vous n'aurez jamais pu économiser seul en une vie. C'est la magie du coup de l'effet de levier. Sans ça, par exemple, personne ne serait propriétaire de sa résidence principale. Les entreprises et les investisseurs ne voient pas la dette comme un danger, mais comme un accélérateur. Et c'est ce que nous devons comprendre nous aussi en tant que personnes. Quand on quitte les bancs de l'école et qu'on commence à mettre quelques euros de côté, vers qui on se tourne? Notre conseiller bancaire. On s'imagine qu'il est une sorte de guide neutre, un expert dont le seul but est de faire fructifier notre argent et faire évoluer notre patrimoine. C'est la quatrième vérité ici, votre conseiller est avant tout un commercial. Il a des objectifs mensuels, des directives de sa hiérarchie et des produits financiers maison à placer qu'il doit tout simplement vendre. Voici un exemple de ce qui se passe en coulisses. Si vous allez voir votre banquier avec 5 000 euros à placer, il ne vous dira jamais, ouvre un compte chez un courtier en ligne indépendant, achète un ETF très simple comme le MSCI World qui réplique le marché mondial avec 0,2% de frais et tu vas faire ton 8% par an et t'enrichir sur le long terme. À la place, il va plutôt vous proposer le fonds mutuel de sa banque et ces fonds en général vont souvent sous-performer le marché tout en vous facturant des frais énormes, parfois à plus de 2 ou 3% annuels. Et sur 20 ans, ces frais qui paraissent pourtant minimes peuvent venir grignoter parfois de 30 ou 40% votre performance totale. Il faut comprendre que dans une économie libérale et de marché, la responsabilité individuelle est la clé. Personne ne prendra soin de votre argent mieux que vous-même. Apprendre à investir soi-même, c'est supprimer les intermédiaires coûteux et c'est ça qui réellement nous rendra plus riches et permettra de nous faire construire un patrimoine. Enfin, terminons par le dogme le plus ancré du système éducatif. Fais de longues études, empile les diplômes et ta sécurité financière sera assurée pendant le restant de tes jours. C'est une promesse qui fonctionnait dans les années 80 et encore quand les diplômes du supérieur étaient rares. Aujourd'hui, on subit ce que les économistes appellent l'inflation des diplômes. Puisque le niveau d'études global a augmenté, la valeur relative de chaque diplôme a baissé sur le marché du travail. Le marché du travail ne rémunère pas l'effort ou le nombre d'années d'études, il rémunère la rareté et l'utilité d'une compétence. Oui, en effet, on n'est pas rémunéré au diplôme que l'on a, on n'est pas rémunéré parce qu'on a un diplôme d'ingénieur, on est rémunéré par les compétences que offre ce diplôme d'ingénieur. Un médecin, il n'est pas rémunéré parce qu'il a le diplôme de médecin, il est rémunéré parce que ses compétences en médecine ont une valeur sur le marché. Prenons un exemple très parlant. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'un master universitaire théorique en sciences humaines ou en droit général peut se retrouver en concurrence avec des milliers d'autres profils pour des postes de secrétariat ou d'administration payés malheureusement au lance-pierre. À côté de ça, un jeune de 20 ans qui s'est formé seul en ligne à la cybersécurité ou au montage vidéo, au développement d'outils d'intelligence artificielle, des compétences qui sont très demandées en ce moment et plutôt rares, peut facturer ses services au prix fort dès ses premières années de travail. Et c'est là qu'il faut comprendre que l'école nous évalue sur notre capacité à mémoriser un programme standardisé, alors que le monde économique, lui, nous rémunère sur notre capacité à résoudre des problèmes concrets. Et au final, la sécurité ne réside plus du tout à travers un bout de papier qu'on appelle le diplôme, mais ça réside dans notre agilité à apprendre en continu et à s'adapter à la demande, à s'adapter tout simplement au marché, à la loi de l'offre et de la demande. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de rejeter tout ce que l'école a pu nous apporter. Elle est essentielle pour apprendre à lire, à écrire, à structurer notre pensée et vivre en société. Mais sur le plan économique, il faut être lucide. Elle est conçue pour faire de nous des rouages fonctionnels, pas les architectes de notre propre liberté financière. La bonne nouvelle, c'est que l'apprentissage du fonctionnement du monde réel commence précisément le jour où on quitte les bancs de la classe, voire même pendant encore qu'on est à l'école. On a aujourd'hui toutes les cartes en main pour s'éduquer, comprendre les mécanismes de la bourse, optimiser notre fiscalité et utiliser le système à notre avantage au lieu de simplement le subir. C'est notamment pour ça que j'avais lancé cette chaîne, c'est à peu près au même moment où j'ai commencé à investir en bourse assez massivement, etc. parce que j'ai compris avant tout que le travail n'allait pas suffire, que l'école n'allait pas suffire et qu'il faut simplement se constituer soi-même un patrimoine pour avoir la liberté financière. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, ce que vous avez une vérité que l'école ne nous a pas inculquée, qui pourtant vous a frappé dès que vous êtes arrivé dans le monde réel. Ce serait très intéressant de savoir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.